Ma présentation porte sur les questions énergétiques vis-à-vis de l'agriculture. Et donc, je vous propose déjà de vous dire d'où je pars. Donc moi, je travaille au Shift Project. Le Shift Project, c'est un think tank qui travaille sur la décarbonation de l'économie française. C'est une association d'intérêt général guidée par l'exigence de la rigueur scientifique. Et notre mission, c'est d'éclairer, d'influencer le débat sur la transition énergétique. C'est un think tank qui est présidé par Jean-Marc Jancovici. La grille d'analyse principale de ce think tank, c'est la double contrainte carbone. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la contrainte des émissions de gaz à effet de serre et les changements climatiques qui y sont associés. Et de l'autre côté, la contrainte énergétique, c'est-à-dire que notre économie est très dépendante des énergies fossiles et on sait que c'est une ressource finie et il faut organiser l'économie pour qu'elle puisse anticiper cette contrainte sur les ressources avant que ça ne s'impose à nous. Alors pour l'agriculture, les émissions de gaz à effet de serre représentent environ 20-21% des émissions de gaz à effet de serre pour le secteur agricole en tant que tel. La particularité des émissions agricoles, c'est que contrairement à la plupart des autres secteurs de l'économie, le CO2 ne représente qu'une part marginale de ces émissions, à savoir environ 13%. Les autres gaz à effet de serre qui sont émis par l'agriculture, c'est d'un côté le méthane avec la fermentation entérique et puis les déjections animales, et puis de l'autre côté le N2O qui est lié à la volatilisation de l'azote qui vient des engrais, principalement des engrais minéraux et organiques. Ce que je voulais illustrer ici, c'était le fait que pour les émissions issues de l'élevage, qui est souvent pointé du doigt quand on parle des pollutions et du changement climatique, en fait, ces émissions, elles ne sont pas forcément réparties de la même façon entre les ruminants, donc principalement les bovins, et ce qu'on appelle les monogastriques, donc les porcins, la volaille, sont vulgairement appelés les viandes blanches. En fait, pour les ruminants, c'est principalement le méthane issu de la fermentation entérique, là où pour les porcins et la volaille, une grande partie de leur bilan carbone vient de leur régime alimentaire, puisqu'ils se nourrissent principalement de grains, donc du blé, du soja, qui sont en plus, donc qui nécessitent une certaine quantité d'énergie et qui génèrent un certain nombre de pollutions atmosphériques au moment de leur production. Mais l'agriculture, finalement, sur l'ensemble de la chaîne agroalimentaire, c'est qu'une petite partie, environ un tiers. Le reste du bilan énergétique de la chaîne agroalimentaire, elle se répartit en grande partie du côté des transports, l'industrie agroalimentaire également, et puis il y a tout un volet pour l'acheminement final, donc la grande distribution, et puis la consommation au domicile des ménages quand vous faites cuire vos pâtes, pour vulgariser très simplement. Faut quand même garder en tête que la dépendance au pétrole dans ce cadre-là est assez importante sous l'angle de la logistique. Jean-Marc Jancovici aime à dire qu'un tiers des camions qui circulent sur les routes consomment quelque chose qui se mange. Donc on est sur des chaînes qui sont très dépendantes aux énergies fossiles aujourd'hui. L'un des gros enjeux, et pourquoi cette dépendance elle s'est mise en place dans l'agriculture, c'est parce que ces énergies fossiles, elles fournissent un volume considérable de travail dans notre système agricole. Un tracteur, là c'est un tracteur moyen, 80 chevaux, quand il se met en marche, c'est l'équivalent de 600 paires de jambes de cyclistes bien entraînés qui se mettent à pédaler simultanément. Une moissonneuse-batteuse, quand elle se met en marche, c'est 5000 paires de jambes qui se mettent en marche pour faire fonctionner cette machine. Donc c'est un équivalent énergétique. Quand on parle d'une usine, donc là une usine d'engrais ou de produits phytosanitaires, on est sur 2 millions de paires de jambes, ou un vraquier donc qui constitue qui est utilisé dans les transports de céréales, ça représente 200 000 paires de jambes qui se mettent en marche. Une unité intéressante, 1 kg d'azote, donc d'engrais azotés à la fin de la production, ça représente 10 kWh. 10 kWh, c'est 100 paires de jambes pendant 1 heure. Donc quand il y a des agriculteurs qui sont dans la salle, en général, ils réalisent assez vite l'enjeu énergétique que ça représente. Ça correspond peu ou prou à 1 litre de pétrole. Alors ces engrais, ces machines,
elles ont permis également d'accroître énormément les rendements. Pour un ordre de grandeur, entre les années 1950 et aujourd'hui, on a multiplié par entre 5 et 7 les rendements agricoles. Et donc ces rendements, de l'autre côté, ils ont aussi entraîné une baisse de la force de travail humaine dans les champs, avec une division par 4 du nombre d'exploitations en 50 ans, une réduction du même ordre de grandeur en termes d'emploi dans le cadre de la production agricole. Et toute cette baisse du travail humain qu'il faut rémunérer, substituée par du travail fossile qui, lui, est très peu rémunéré finalement, ça a permis d'arriver à une baisse très très significative de la part de l'alimentation dans le budget des ménages. Donc c'est les données qu'on a ici. On est sur un prix réel des aliments qui est divisé par 10 à 20. Et tout ce volume-là qui a été libéré est alloué à d'autres ressources. Alors ce graphique, il est un petit peu plus ardu. Il s'agit en fait du bilan énergétique consommé par le système agricole français. Donc ce sont des pétajoules que nous avons comme unité. Et donc ce que vous voyez en bleu, il s'agit de l'énergie contenue dans la biomasse qui sert à l'alimentation animale. Ce que vous avez en jaune, ça correspond à l'énergie qui était nécessaire dans les exploitations pour renouveler la force de travail. Donc ça inclut l'alimentation des animaux de travail et des fermiers. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que dans les années 50 et par la suite, on a eu une vraie substitution des énergies, contrairement à beaucoup d'autres situations dans lesquelles les nouvelles formes d'énergie se surajoutent les unes aux autres et on n'observe pas de substitution, mais bien une accumulation des différentes formes d'énergie disponibles. Ici, dans l'agriculture, on a, sur un ordre de grandeur quasi équivalent, la même quantité d'énergie qui est utilisée via des ressources fossiles. Donc c'est le contenu que vous trouvez sous l'axe des abscisses. Donc cette aire bleue qui correspond au contenu énergétique des intrants de la mécanisation et de la modernisation de l'agriculture, donc sous forme d'engrais, on l'a vu tout à l'heure, et de machines. Mais si on voulait produire cette même quantité d'énergie qui aujourd'hui vient du sous-sol avec de la biomasse donc produite par l'agriculture elle-même, on obtiendrait la courbe bleue qui se trouve au-dessus. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que cette courbe, elle suit peu ou prou l'équivalent de ce que l'agriculture est capable de produire en surplus, donc pour nous nourrir nous. Ça veut donc dire que si on voulait utiliser 100% de biomasse aujourd'hui et maintenir notre régime alimentaire à l'identique, il faudrait doubler la production agricole, sous un angle purement énergétique. Et alors, toutes ces énergies, quand elles sont consommées, en particulier ces énergies fossiles, qu'est-ce que ça implique ? Donc là, on est sur les graphiques des rapports du GIEC, et ce qu'on souhaite prendre en compte ici, c'est de montrer que ces émissions de gaz à effet de serre, en fait, elles entraînent le changement climatique dont on parle bien souvent, et qu'en fonction des trajectoires qu'on arrive à obtenir, les climats vont beaucoup évoluer. Et ça, pour l'agriculture, ça veut dire beaucoup de choses. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Là, ce qu'on a, c'est une carte de l'Europe il y a 20 000 ans, avec les climats qu'on avait donc, pendant cette ère glaciaire. Il y avait à peu près 5 degrés d'écart entre l'Europe qu'on voit ici sur la carte et l'Europe actuelle qu'on connaît avec les climats modernes. Cette Europe avec moins 5 degrés par rapport à aujourd'hui en température moyenne, elle était capable de nourrir à peu près 100 000 hommes. Il y avait une couche de 3 km d'épaisseur sur toute la partie nord de l'Europe. On pouvait aller à pied de la France jusqu'en Angleterre. Autant dire que ce sont des évolutions qui sont vraiment massives et significatives. Donc 5 degrés d'écart, c'est quelque chose de très important et ça entraîne des chamboulements dans la structuration des paysages et des climats qui sont vraiment extrêmes. Ça, c'est une représentation de la France dans le cadre du changement climatique. L'idée qui se dégage de ça,
c'est que ce à quoi il faut envisager de s'adapter, c'est que la plaine de la Beauce va se retrouver peu ou prou avec les climats qui sont aujourd'hui à Bordeaux ou dans le pourtour méditerranéen. La Méditerranée elle-même se trouvera dans des climats qui vont être encore plus chauds, encore plus modifiés. Et cette hausse des températures, elle ne va pas être uniforme dans le temps. Ni dans le temps, ni de façon ponctuelle. Ce qu'on a là, donc, ce sont des données du GIEC à nouveau. Et ça illustre l'augmentation de la fréquence des événements décennaux et demi-séculaires. Donc les canicules qui arrivaient jusque-là une fois tous les 50 ans, si on est sur un scénario où il fait plus 4 degrés en termes de réchauffement global, elles vont arriver 40 fois plus souvent. Elles vont être également beaucoup plus chaudes, avec jusqu'à plus 5,3 degrés pour ces événements exceptionnels qui n'arrivaient jusque-là qu'une fois tous les 50 ans. Donc il y a un gros enjeu d'adaptation à des perturbations qui sont très importantes et qui ne sont pas du tout linéaires en fonction de la hausse des températures. On sait aussi que ces changements climatiques, ça va entraîner une évolution des régimes de pluie, ce qui est un gros enjeu pour l'agriculture, on en entend un peu parler aujourd'hui. Il y a des zones qui vont voir leur régime de pluie baisser très significativement et d'autres qui vont le voir augmenter. Il se trouve que pour la France, on est à peu près sur une moitié nord qui va voir son régime de pluie potentiellement ne pas évoluer ou plutôt augmenter, et une moitié sud qui va aller vers une baisse de ces régimes de pluie. Mais même dans la moitié nord, où il est susceptible d'avoir des régimes de pluie qui sont un peu plus importants, il y a de fortes chances que ces régimes de pluie deviennent beaucoup plus irréguliers, et on retrouve un peu la même distribution avec des phénomènes qui étaient exceptionnels, qui vont devenir de plus en plus fréquents dans le temps. Et plus d'eau, ça veut aussi dire potentiellement, donc ces événements très importants, ça entraîne des phénomènes tels que les coulées de boue, etc. Beaucoup d'eau qui tombe d'un seul coup, les sols ne sont pas capables de les valoriser, de les intégrer, et les plantes non plus. Et ça génère des dégâts finalement, c'est ce qu'on connaît en ce moment dans le nord de la France. Ça pose aussi la question, finalement, de ces changements climatiques, à quel point l'agriculture mondiale va être en mesure de répondre à la demande. Là où les scénarios du GIEC intègrent une hausse de la demande alimentaire globale de 14% par dizaine d'années, la hausse de la capacité à produire par l'agriculture, en rendement, donc par hectare, elle est a priori significativement menacée dans sa capacité à produire de façon pérenne, à assurer ses rendements de façon pérenne. Donc finalement, cette double contrainte carbone, dont on parlait au début, quand on l'applique à l'agriculture, elle s'applique, donc d'un côté on a une agriculture qui contribue significativement aux émissions de gaz à effet de serre, par rapport à ce qu'on a dit, mais qui est également extrêmement vulnérable au changement climatique. Et puis donc cette dépendance dont on parlait en termes d'énergie fossile, elle est très vraie pour l'agriculture, que ce soit les engrais, on a vu, qui sont extrêmement structurants pour l'agriculture française aujourd'hui, et également le travail des machines. Donc cette dépendance, elle est très forte, mais de l'autre côté, l'agriculture est aussi en mesure de produire une part de l'énergie avec des énergies renouvelables, donc par la capture de la photosynthèse. Et puis à ça s'ajoutent des enjeux liés à l'eau, à la disponibilité de la ressource, aussi à la qualité, et puis des enjeux en termes de biodiversité, puisque l'agriculture est intégrée dans ces écosystèmes et a un impact sur la biodiversité. Alors où on va ? Sous contrainte, avec moins d'énergie fossile, on va accroître la concurrence sur l'usage des sols. Donc cette concurrence, c'est ce qu'on appelle les 6 F de la biomasse. Donc le food, c'est l'alimentation pour les humains, le feed, l'alimentation pour les animaux, le fuel, donc les biocarburants par exemple, l'énergie en général, la forêt, les fibres également qui sont un enjeu, puisque aujourd'hui une bonne partie des fibres qu'on utilise sont issues de produits pétroliers,
Et puis, ce qu'on appelle vulgairement le fun, mais qui intègre en réalité toute la part de ce qu'on laisse à la nature, que ce soit pour des activités humaines ou pour la bonne santé des écosystèmes. Finalement, donc ces enjeux et la répartition qu'on va pouvoir avoir de ces différents usages du sol et de la biomasse, ils vont être déterminants pour notre capacité à nous adapter aux changements qui viennent liés à la raréfaction des ressources fossiles et au changement climatique. Alors où on va? Il y a un premier axe qui peut être de développer les pratiques agroécologiques. Ça présente de nombreux avantages, avec moins de travail du sol et puis l'utilisation du semi-direct, qui permettent a priori d'utiliser moins de carburant. Des sols qui sont couverts avec des plantes d'intérêt, avec ce qu'on appelle des couverts végétaux, des cultures associées, des protéagineux qui sont susceptibles de demander moins d'azote minéral ou de le séquestrer pendant l'hiver pour éviter qu'il ne soit lessivé par les pluies. Une diversification des cultures aussi qui est potentiellement un vecteur de résilience. Si une culture est menacée par les changements climatiques, par les intempéries, peut-être qu'une autre pourra mieux s'adapter à ce contexte-là. Également plus de rotation, plus de haies, etc. Peut-être moins d'usage de phytosanitaires, mais derrière, également des questions techniques pour les agriculteurs qui vont devoir s'adapter avec des changements de pratiques, peut-être des risques sur les rendements également. Et puis donc un gros enjeu de formation des acteurs agricoles et une question derrière de revalorisation des prix, quid du pouvoir d'achat donc, et de la structuration du marché pour être capable d'accompagner ce développement des pratiques agroécologiques. Un autre enjeu, ça va être la production d'énergie. Ça présente un avantage très net, qui est de réduire les vulnérabilités à l'approvisionnement d'énergie dont aujourd'hui la France dépend massivement. Mais ça pose aussi de nombreuses questions. La première, c'est l'usage des sols, puisque cette production d'énergie par l'agriculture, elle demande beaucoup de surface. Le taux de retour énergétique des agrocarburants de première génération également est assez important. La méthanisation, qui est une voie également aujourd'hui qui se développe beaucoup pour la production de biogaz, pose des questions dans ces process. Quid de la production électrique versus de la production de biogaz ou de chaleur? Et puis quelle est l'efficacité de la méthanisation? Quels sont les risques d'appauvrissement du retour organique au sol, puisque le carbone qu'on sort de l'agriculture pour le transformer en méthane, une fois qu'il repart dans l'atmosphère, c'est du carbone qui ne revient pas au sol et qui ne nourrit pas la vie des sols. Donc il y a un risque d'appauvrissement également des sols. Et puis ça présente des enjeux en termes de... Et puis dans les enjeux, dans les perspectives à venir, il y a la question des carburants de deuxième génération qui seraient a priori d'une meilleure efficacité. Il y a les questions de quels usages on rend prioritaire pour cette énergie et en particulier la méthanisation. Est-ce qu'on l'utilise principalement pour l'agriculture elle-même? Est-ce qu'on l'utilise seulement à une échelle locale, etc. Et puis il y a la question du photovoltaïque, avec une technologie ou une évolution en tout cas qu'on voit poindre, qui est l'agrivoltaïsme, directement au-dessus des cultures, et donc là une concurrence sur la ressource solaire entre les plantes et ces panneaux. Un dernier axe, qui est la question de réduire les productions animales, puisque les animaux sont des très mauvais convertisseurs d'énergie. À l'ordre de grandeur, on est entre 7 calories et 15 à 20 calories qu'il faut fournir à un animal pour qu'il nous donne une calorie alimentaire. Et donc un enjeu qui serait de réduire la surface en feed, donc pour l'alimentation animale, pour avoir plus de food ou plus d'énergie, etc. Dans tous les cas, la surface agricole, elle est finie. Donc il faudra raisonner sur ces contraintes-là. Mais les limites d'une réduction trop drastique ou trop importante de cet élevage, c'est la question d'une part de la valorisation des prairies, que seuls aujourd'hui les ruminants arrivent à valoriser de façon significative. Une question du maintien des surfaces fourragères aussi, les luzernes, etc., qui sont très intéressantes agronomiquement, qui permettent d'économiser de l'azote, etc. Et puis, ces filières de production animale, c'est des fleurons de l'agro-industrie française. Et puis, enfin et surtout,
c'est une rupture dans le cycle de la fertilisation azotée naturelle, dans le sens où ces animaux sont les premiers fournisseurs ou font partie des premiers fournisseurs à quasi-égalité avec les engrais chimiques de synthèse. Et puis les questions qu'on se pose, in fine, c'est combien ? De combien il faut réduire les productions, de bien distinguer les monogastriques et les ruminants, puisque les monogastriques, on l'a vu tout à l'heure, dépendent principalement des énergies fossiles mais émettent peu de gaz à effet de serre. À l'inverse, les ruminants ne dépendent pas ou très peu des énergies fossiles, mais ont cette contrainte d'émettre des quantités importantes de méthane. Les ruminants à l'herbe qui maximisent le pâturage, des monogastriques qui soient moins concentrés, qui soient plutôt utilisés du coup pour valoriser des coproduits de l'industrie agroalimentaire ou des choses comme ça. Et puis derrière, il y a une question surtout d'emploi, puisque les filières animales sont celles qui sont les plus intensives en emploi, et donc comment on peut à terme redéployer cet emploi dans une perspective de transition globale de l'économie française. Donc où on va, c'est des évolutions agricoles qui doivent sortir du champ. Les questions, elles se posent en des termes sociaux, collectifs. Comment on fait pour manger différemment ? Et cette question, elle se pose collectivement. Est-ce qu'il faut des politiques publiques ou peut-être des politiques privées pour organiser, structurer cette transition avec des soutiens directs, des subventions, peut-être des paiements pour des services environnementaux, peut-être des mécanismes de structuration des marchés. Les questions sont vraiment ouvertes. Il y a une grosse question autour de la gestion de l'aléa et des risques pour les agriculteurs. Est-ce qu'il faut envisager des systèmes assurantiels, d'indemnisation publique, etc. Toujours est-il que ce qu'on connaît aujourd'hui semble pas en mesure de répondre au changement climatique qu'on va connaître. Et puis, il y a une question de la place des exportations françaises si la biomasse à vocation énergétique devient prioritaire. Alors nous, au Shift Project, on initie un projet de réflexion et de quantification des flux physiques de cette transition. C'est un projet qui doit aboutir d'ici à peu près 1 an et demi. Et dans ce cadre-là, on souhaite approfondir en particulier les questions énergétiques dans les scénarios de transformation de l'agriculture, approfondir la place de la technologie, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de paris autour de nouvelles technologies émergentes, mais qui entraînent des nouveaux enjeux, par exemple l'électrification ou la robotisation. On souhaite également instruire les enjeux d'emploi et de formation dans le secteur agricole, et puis identifier les trajectoires, les actions qui seront nécessaires pour adapter cette agriculture au changement climatique. Et on fait ça avec une approche qui vise à concerter d'une part les acteurs concernés et de l'autre côté le monde scientifique et les experts du domaine, avec cette vocation qui est d'essayer d'améliorer la qualité du débat public. Et je vous remercie. Quand vous parlez notamment du coup de la réduction de la production animale et du coup des risques au niveau du cycle de la fertilisation azotée, est-ce que vous avez des modélisations qui ont été faites sur typiquement quels impacts si on diminue tel cheptel sur tel type de terrain ou pas? Ouais. Comment ça se passe? Alors il y a des modélisations à différents niveaux. Et c'est justement un des enjeux, on va dire, du débat. Par exemple, en agriculture biologique, si on imagine une transition avec le cahier des charges de l'agriculture biologique, alors on s'interdirait toutes les fertilisations azotées de synthèse. Et dans ces scénarios-là, ce qu'on observe en général, c'est que la place des animaux devient beaucoup plus importante, enfin, elle se maintient, on va dire, dans l'agrosystème. Par contre, l'enjeu devient la territorialisation, puisque en fait, les fumiers, ils contiennent pas, ils n'ont pas une densité d'azote aussi importante que ce qu'on peut avoir avec du granulé qui contient jusqu'à 30% d'azote pur. Les fumiers, l'ordre de grandeur, c'est plutôt 5%, quoi. Et donc, en fait, on transporte beaucoup de matière. Donc, le but, c'est de reterritorialiser et donc de déspécialiser les territoires autour de ça. C'est ce qui émerge vis-à-vis de ces modèles et des scénarios qui sont construits à partir de ces derniers. Merci beaucoup, très intéressant. J'ai une question qui est un petit peu marginalement sur l'agriculture, mais que vous avez abordée, c'est l'histoire de la méthanisation. Donc, moi, je travaille sur des fusées au CNES, et où on est en train de remplacer l'hydrogène et autres par du méthane. Okay,
Et notamment, on dit, on est très propre parce qu'on va méthaniser les intrants et autres. Et donc finalement, on ne génère pas de CO2, on prend celui qui existait déjà. Alors ma question, c'est classique, c'est on le prend, il était au sol, déjà on le balance, on le met à 80 km d'altitude. Est-ce que c'est vraiment pareil ? Et est-ce que quelque part, c'est ce que vous avez dit, est-ce que quelque part, on est en train d'appauvrir la Terre, appauvrir les endroits Quel serait votre commentaire réaction à chaud? Je vous prends à chaud là. Hein. Allez, super. Alors peut-être un peu sur les questions qui se posent autour de la méthanisation. C'est qu'aujourd'hui, on ne méthanise pas que du déchet pur. Il y a une partie de ce qui est mis dans le méthaniseur, de la matière digestible, qui est cultivée par l'agriculteur, qui va mettre en culture, donc qui va utiliser de l'engrais, beaucoup moins de pesticides parce qu'il a peu d'intérêt à avoir une culture qui soit sanitairement au top. Donc il va juste préserver le fait qu'il y ait un volume suffisant, mais ça va être tout. Et donc on voit quand même un intérêt, par exemple, sur ces questions de biodiversité. Mais il va quand même conduire une culture, et quand elle aura atteint son maximum d'intérêt méthanogène, il va la récolter. Souvent c'est avant la maturité pour une finalité alimentaire. Et donc il va la récolter et la mettre dans son méthaniseur. Donc il y a effectivement cette question du retour au sol qui est à interroger. Il en revient toujours un peu, mais on ne sait pas aujourd'hui exactement quels sont les flux en jeu en termes de carbone et à quel point ce qu'on enlève est susceptible d'avoir des effets néfastes sur la biodiversité, la vie des sols, etc. Voilà. Ni en combien de temps? Parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va prendre entre 60 km et 0. Quoi. Il y a beaucoup de calculs qui montrent que ça met un certain temps. Alors après, quand on repasse sur du CO2, je ne sais pas, le CO2 à 80 km, combien de temps il met à revenir vers l'atmosphère proche, mais voilà. Merci beaucoup. Moi j'avais une dernière question parce que vous parliez notamment de la place animale dans l'agriculture biologique. Ouais. Parce qu'on a parlé aussi de rendement, comment vont se passer du coup si on envisage une transition, je ne vais pas dire accélérée, mais une transition qui se poursuit sur le modèle de l'agriculture biologique, en négligeant l'impact potentiel financier sur les prix pour le consommateur, parce qu'on sait que l'agriculture biologique, potentiellement, c'est plus cher. Quels sont les impacts sur le rendement, en abandonnant du coup l'idée d'une agriculture entre guillemets, je dis bien entre guillemets intensive parce que c'est différentes définitions, quels sont les impacts sur les rendements futurs, par exemple à l'échelle de la France? Est-ce que c'est viable pour nous? Enfin, on ne peut pas passer en 100% agriculture biologique? Alors, rendez-vous dans 1 an et demi pour être plus précis. C'est effectivement une question qu'on se pose, donc elle est très pertinente. Il y a des modèles qui arrivent à boucler et à proposer une alimentation qui du coup devient moins carnée avec beaucoup moins d'alimentation par des viandes blanches, puisque ces viandes blanches en fait elles s'appuient sur ce qu'on peut produire en plus en grains et dont on n'a pas besoin pour manger nous en tant qu'humains, pour la mettre dans ces animaux qui sont, on l'a dit, des mauvais convertisseurs de calories. Donc c'est un peu là-dessus que ça se joue. Après, clairement, ça va vers une baisse des rendements, puisqu'il n'y a pas un volume d'azote de synthèse qui est réintégré dans le système et qui compense cet azote qui se volatilise. C'est un cycle quand même. Ce qui est perdu, ça part par volatilisation dans l'atmosphère. Eh bien, merci beaucoup. On va pouvoir du coup maintenant passer à la synthèse. Donc la question agricole, comme l'a montré l'exposé, est une question qui est extrêmement étroitement liée à la question de la transition énergétique, mais qui en même temps a des tas d'aspects qui lui sont propres et qui sont très particuliers et qui ont été montrés durant la présentation. La première chose, donc elle s'intègre à la problématique de la transition énergétique dans le cadre de cette double contrainte carbone qui a été présentée, donc qui est la contrainte liée à l'émission de gaz à effet de serre qui pose un problème en termes de réchauffement climatique, et puis la contrainte en termes de pénurie de ressources. Et
Mais en plus de ça, la question agricole pose des questions particulières puisque déjà c'est c'est la nourriture qu'on mange, donc on peut pas être sobre jusqu'à un certain point, il faut qu'on puisse pouvoir manger, quoi. Donc la question de la sobriété peut pas se poser dans les mêmes termes que d'autres secteurs de nos activités. Donc ce qui a été montré, c'est que c'est un secteur qui est extrêmement dépendant des énergies fossiles, puisque contrairement à d'autres secteurs où on a montré, par exemple pour l'extraction de fossiles, etc., où les énergies se sont additionnées, ici il y a vraiment eu une transition énergétique dans le mauvais sens, c'est-à-dire on est passé du renouvelable au fossile, et la transition inverse en fait n'est plus est plus du tout aussi simple, puisque ce que montrait le schéma, c'est qu'il s'agirait de doubler la production de nourriture si on voulait faire la transition simplement inverse et remplacer les machines par des bras ou des animaux. Et en même temps, donc ce qui a été montré aussi dans l'exposé, c'est que c'est un secteur qui est extrêmement fragile au changement climatique, puisque c'est un secteur qui dépend de l'eau, et l'eau est l'une des premières conséquences tangibles pour nous du réchauffement climatique, qu'il est déjà. Et c'est aussi extrêmement sensible parce que l'agriculture est quelque chose qui est lié à l'espace, et donc comme le réchauffement climatique est spatial, du coup on ne peut pas juste produire n'importe où. Les productions sont localisées. C'était une belle image qui, je pense, est frappante pour rappeler que quand on parle de quelques degrés de plus, c'est pas quelques degrés de plus, c'est quelque chose de très fort. Et donc l'image de l'ère polaire qui n'est que à 5 degrés de nous et qui définit un écosystème radicalement différent montre que ce dont on parle, c'est quand même des choses très très conséquentes. Et donc cette double problématique, donc de fait qu'on ne peut pas trop baisser notre production et qu'en même temps on a des contraintes qui font qu'on doit la baisser, font que on est confronté à la réémergence d'une insécurité alimentaire à l'échelle mondiale. Et donc ça implique des véritables prises de décisions concrètes qui ont été montrées à la fin de l'exposé, donc des solutions. Donc la première chose, en tout cas moi, que j'ai apprise vraiment et qui je trouve est importante, c'est cette distinction qui a été faite dès le début de l'exposé et qui a été redite entre les ruminants et les monogastriques, et qui montre que en fait la question de la viande n'est pas une question linéaire, pas simple, et que suivant les animaux que l'on mange, ils rejettent des gaz à effet de serre de façon totalement différente. Pour les ruminants, c'est eux-mêmes qui rejettent les gaz, alors que pour les monogastriques, c'est simplement, ils sont liés dans le système alimentaire, production aux machines qui produisent le système et qui utilisent de l'énergie. Et donc la solution doit forcément être différenciée sur cette idée-là. Et donc aussi donc toutes les solutions qui sont déjà proposées, donc qui ont été présentées, donc c'est l'agroécologisme, donc le fait de quitter le modèle industriel dans lequel on est actuellement, donc diversification des cultures, couverture des sols, plus de haies, mais donc toutes ces solutions naturellement vont vers une baisse de rendement puisqu'elles reviennent sur des solutions qui augmentaient les rendements. Et donc il ne faut pas hésiter à me... Ah ouais, c'est vrai, j'aurais dû le faire depuis un moment. Alors, pour ajuster 2-3 choses. Ouais, sur les baisses de rendement,
on est sur des ordres de grandeur avec l'agriculture de conservation des sols, etc., ces pratiques d'agroécologie qui ne sont pas forcément extrêmes. Contrairement au bio où là, l'ordre de grandeur est plus de 30-40%. Sur l'agriculture de conservation, ça dépend des cultures, ça dépend des pratiques, des contextes. Il y a des agriculteurs qui arrivent à maintenir leur production quasiment à l'identique. Ok. Voilà. Donc c'est très bien. Mais il y en a d'autres pour lesquels ça baisse un peu. Effectivement, donc la baisse de rendement dépend pas forcément simplement de la pratique agroécologique, mais plutôt de quelle pratique agroécologique on choisit. Enfin, vous avez beaucoup parlé de la méthanisation et des biocarburants qui ont été évoqués aussi dans les questions, qui sont un moyen d'utiliser la production agricole dans la transition énergétique, et donc c'est un moyen utile pour les politiques publiques, mais en même temps ça provoque aussi un appauvrissement des sols, c'est toujours dans cette problématique de compétition entre les 6 F de la biomasse qui font que en situation de contrainte on ne peut pas agir sur tous les fronts, et donc il faut faire des choix. Donc finalement il y a encore beaucoup de solutions ouvertes, et donc le Shift Project est en train de mettre en place un projet de quantification pour des solutions sur la production agricole, notamment les questions de bio qui ont été évoquées lors des questions. Ce projet de quantification se donne pour contrainte de prendre en compte les aspects énergétiques, mais aussi les aspects sociétaux comme les enjeux technologiques, les enjeux d'emploi, et comme ça a été dit à la fin, en se basant sur une méthode qui consiste à maximiser la concertation des acteurs. Et je prendrai votre même conclusion parce qu'elle était très bien, d'améliorer le débat public, parce que je pense que c'est vraiment très important sur ce sujet, on est tous d'accord. Ça, c'est un sujet qui génère beaucoup de passion. Voilà. Et du coup, parfois les passions sont très intéressantes et importantes, et parfois elles nuisent quand même à la qualité du débat et à comment on peut décider collectivement de notre avenir. Merci beaucoup. Merci encore.